Donc, une expérience extrêmement marquante, donc je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est l'affaire de Rémi Fraisse. L'affaire de Rémi Fraisse, donc c'était en 2014, en octobre 2014, dans la nuit. C'est le communiqué de presse qui paraît dans la presse le lendemain de la mort de Rémi Fraisse. On trouve un corps dans la forêt, et voilà le communiqué de presse dont s'est fendu le ministère de l'Intérieur pour expliquer qu'on avait trouvé un corps dans la forêt. Il se trouve que donc j'ai été désigné par la famille de Rémi Fraisse à peu près le même jour, et on s'est rendu compte assez rapidement que ça n'était pas simplement un corps dans la forêt, mais qu'en réalité c'était un jeune homme de 21 ans qui avait été victime probablement au moment et sur la ZAD de Sivens d'une action des forces de l'ordre qui étaient en maintien de l'ordre à ce moment-là sur cette zone. Cette zone, c'était un terrain vague, puisque c'était le futur projet de barrage qui était prévu sur Sivens. Depuis un an, vous aviez des zadistes qui s'étaient installés pacifiquement sur place pour empêcher de manière pacifique la construction de ce chantier, en sachant pertinemment qu'il y avait parallèlement des recours administratifs contre le projet en lui-même. Sauf que quand on fait un recours administratif devant le tribunal administratif, ça n'est pas suspensif. Donc vous avez beau savoir, vous, quand vous êtes militant, notamment écologiste, puisque là il s'agissait d'un mouvement de militantisme écolo, vous savez que même si vous avez raison, eh bien, les travaux commencent. On avait commencé à déblayer la zone, on avait commencé à détruire la zone humide qui voulait être protégée, la zone du testé. Et donc il s'était installé pacifiquement, et avant le décès de Rémi Fraisse, j'ai eu à défendre Elsa Moulin, dont peut-être certains ont entendu parler. C'était une jeune fille qui était zadiste dans une caravane et qui s'était pris une grenade de désencerclement par un gendarme. Il y a eu une vidéo qui avait circulé, par un gendarme qui l'avait menacé. Ils étaient 3 dans la caravane, sur cette zone. Et il l'avait menacé de lancer une grenade. Et finalement, il avait lancé la grenade dans un lieu clos, à savoir cette caravane. Elle a essayé de la sortir de la caravane pour pas qu'elle n'explose dans cette caravane. Et elle lui a explosé dans la main, lui causant des préjudices très lourds. Là aussi, pas trop de réaction de l'institution judiciaire. On a déposé plainte et ça a mis un certain temps avant que ça n'aboutisse. Récemment, pour vous dire qu'il y a de l'espoir, avant de vous parler des impuissances et des frustrations. Récemment, le gendarme qui avait nié jusqu'au bout les faits en disant qu'il ne voulait pas la jeter dans la caravane, même s'il y avait une vidéo extrêmement précise, le gendarme a été condamné à Toulouse, au tribunal de grande instance de Toulouse, à une peine de prison avec sursis. Ça, en revanche, il n'y a pas des peines plus lourdes. Bon, moi, je ne suis pas du tout pour les peines d'emprisonnement ferme, ce n'est pas du tout dans ma philosophie. Mais c'est vrai que quand on compare, pour commencer à vous parler un petit peu du traitement judiciaire, quand on compare les peines qui sont infligées quand il y a peine, c'est-à-dire quand il y a poursuite, ce qui est extrêmement rare, d'un policier ou d'un gendarme, eh bien on a des peines assez symboliques. Mais c'est déjà beaucoup. Rémi Fraisse, c'est 10 jours après Elsa Moulin, alors que beaucoup de personnes, des députés, des parlementaires, des hommes politiques, des femmes politiques, avaient alerté le gouvernement sur le risque d'accidents graves, puisqu'il y en avait déjà eu, et d'accidents mortels, dans la mesure où il y avait une confrontation assez illégale, assez inédite même, entre des gendarmes qui étaient envoyés pour essayer de virer tout le monde, et qui utilisaient des méthodes totalement illégales, puisque on balançait des grenades, on brûlait les affaires, on faisait descendre d'arbres de manière manu militari des gens qui étaient de manière pacifique. Et Rémi Fraisse est mort. Et Rémi Fraisse, il est mort. Quand je vous dis qu'on a émis un communiqué assez lapidaire, ça fait partie d'une stratégie dont je dois vous parler. Et cette stratégie, elle est pratiquement systématique lorsqu'il y a une violence policière. C'est une stratégie de communication du ministère de l'Intérieur, puisque c'est l'un des premiers protagonistes des violences policières. C'est celui qui donne des instructions par l'intermédiaire du préfet, qui est son représentant. Le préfet est aussi un protagoniste extrêmement important dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est celui qui donne des instructions pour la stratégie de maintien de l'ordre à un moment donné, lorsqu'il y a des mouvements sociaux, des manifestations, des attroupements. Le ministère de l'Intérieur, il a à la fois les policiers, police nationale, police judiciaire, et également les gendarmes mobiles. Alors, dans le maintien de l'ordre, vous avez
les CRS, Compagnie républicaine de sécurité, ce sont des policiers nationaux. Et vous avez les gendarmes mobiles, qui sont des gendarmes, donc des militaires, mais ils sont tous sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Au moment du décès de Rémi Fraisse, ce sont des gendarmes mobiles qui ont été impliqués dans le décès de Rémi, même s'il y avait également des CRS sur la zone de Sivins, notamment dans la journée. Ce communiqué lapidaire, on aurait très bien pu dire qu'il y avait eu effectivement une violence policière, qu'une grenade avait été jetée et qu'elle avait tué Rémi. Eh bien non, ce que l'on a dit, c'est qu'il y avait eu un corps retrouvé cette nuit dans la forêt, histoire de dire peut-être dans l'inconscient collectif ou de faire croire à la population que c'était peut-être un de ces zadistes avec des dreads qui fument trop de joints ou qui s'est peut-être pris une overdose, parce que c'est un petit peu ça qui transparaît dans l'opinion politique quand on lit un petit communiqué dans la presse. En réalité, on s'est rendu compte très rapidement que dès le départ, je dis même dans l'heure qui a suivi le décès de Rémi Fraisse, les autorités savaient qui avait tiré la grenade, que c'était une grenade qui avait été tirée et que c'était la grenade qui avait tué Rémi Fraisse. Dans l'heure. Juste pour vous montrer la stratégie de communication qui est mise en place pour éviter la mise en cause des autorités policières ou judiciaires. Donc cette stratégie, je peux vous en donner d'autres exemples, puisque un exemple plus récent encore, qui est extrêmement récent, s'agissant de Madame Geneviève Leguet, en ce moment, à Nice. Vous savez, c'est cette dame qui a été victime d'une charge totalement disproportionnée. Il suffit de regarder les vidéos. Eh bien, cette stratégie, elle consiste à organiser une communication qui vise à empêcher les gens de croire ou de penser que cette violence est illégitime, que ce sont des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui sont impliqués. Et vous avez pu voir il y a 2 jours, une communication assez longue du procureur de la République de Nice qui s'est fendu d'une explication disant qu'aucun fonctionnaire n'était impliqué finalement et n'avait été en contact avec Geneviève Leguet. Sans expliquer qu'il y avait eu une charge et même en niant finalement l'évidence. Comme si finalement on ne se rendait même pas compte que tout le monde a vu ces vidéos sur les réseaux sociaux et se rend compte de cette charge totalement disproportionnée. Le but, c'est justement d'éviter la mise en cause. Autre stratégie, et je vais commencer à en venir aux stratégies judiciaires pour éviter ces violences policières. Autre stratégie, c'est d'éviter que les plaintes ne soient instruites. Par exemple, dans l'affaire de Geneviève Leguet, le procureur de la République n'a pas ouvert une enquête préliminaire immédiatement, alors que d'habitude, quand il y a un fonctionnaire de police qui est impliqué ou quand il y a une autre affaire un peu sensible, il y a tout de suite une enquête qui est diligentée avec des moyens extravagants. Je peux vous parler par exemple de ces 2 personnes, de ce couple à qui on a reproché, de Gilets jaunes, à qui on a reproché d'avoir volé 4 fourchettes et un tabouret au Fouquet's le 16 mars, donc je m'en suis occupé, 16 mars. Donc, ils ont été jugés en comparution immédiate, donc quelques jours après les faits. Ils étaient de l'Indre. Ils ont été diligentés une enquête, mais alors j'ai rarement vu une enquête aussi bien menée et aussi lourde, puisqu'on a fait de la géolocalisation en temps réel. Je ne vois ça que dans les trafics de stupéfiants internationaux. La géolocalisation en temps réel, c'est le fait de suivre le téléphone de cette personne. Parce que pour l'instant, au début, on n'avait qu'une personne qui avait mis sur Facebook les objets qu'elle pensait avoir récupérés légitimement en plus. Et on suivait ses allées et venues, donc dans son petit village, entre sa voiture, son appartement et son travail, parce qu'elle ne pouvait pas savoir qu'on la soupçonnait d'un crime aussi grave qu'un vol de fourchette. La géolocalisation, on avait récupéré toutes ses fadettes pour savoir ce qu'elle avait fait pendant les jours précédents. On a diligenté les policiers de Paris avec une extension de compétences territoriales. Sachez que moi, je ne savais même pas vraiment à l'époque ce que c'était en tout cas dans ce genre de dossier, une extension de compétences territoriales, c'est ce qui permet aux policiers de la première DPJ ou de la deuxième DPJ, je ne sais plus exactement, de venir dans l'Indre, alors que normalement, on confie ça aux policiers locaux. On les a fait suivre, on les a fait filer, on les a mis en garde à vue, pendant 48 heures, on les a interrogés plusieurs fois, on les a fait venir à Paris, on les a mis au dépôt, on les a fait juger en comparution immédiate et il y avait toute la presse pour une 4 fourchettes et un tabouret. Alors, c'est vrai que ça a créé une certaine sensibilité, le fait que le Fouquet's ait été dégradé, mais bon, c'était avant
la venue de quelques gilets jaunes qui ont quémandé, réclamé 4 fourchettes en souvenir pour retourner au pays. Mais bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la disproportion des moyens. On peut se dire que la justice fait bien son boulot. Il se trouve que la procédure a été annulée parce que, fort heureusement, il n'y a pas que le parquet qui juge et qu'il y a encore quelques juges indépendants. C'est les juges du siège qui se rendent compte quand la justice déconne. Mais quand vous comparez cette affaire, 4 fourchettes, un tabouret, qui aboutit à rien d'ailleurs, et que vous la comparez à l'affaire de Geneviève Leguet, qui crée tout autant un émoi national. Pourquoi? Pour diverses raisons. D'abord parce que les violences policières, c'est pas depuis samedi qu'on en parle. Ça fait déjà un petit moment que c'est devenu un sujet préoccupant. Alors, juste un mot là-dessus, une petite digression. Les violences policières dans les quartiers, elles étaient invisibles. Elles existaient tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois par jour, vous aviez des personnes qui se faisaient violenter, gravement, qui avaient des conséquences sur leur vie, tant judiciaire que physique et psychologique. Quand je vous parlais de ce gamin que j'ai défendu la première fois, il a fait 2 TS, donc 2 tentatives de suicide à cause de ça. Il a eu sa vie foutue, et avec aucune issue judiciaire. Alors, il y a une culpabilité pour l'avocat de ne pas avoir le résultat escompté. Quand on sait qu'on se prend une balle de flashball alors qu'on traverse la rue et qu'on est avocat, on a une vraie responsabilité. Il faut apprendre que dans les violences policières, le résultat, il est maigre. On se bat comme des damnés, tous ceux qui travaillent là-dessus. Il n'y a pas que des avocats, il y a des associations. Il y a une association que vous connaissez peut-être, Désarmons-les, qui essaye de lutter et de combattre contre l'usage de ces armes dont je vais vous parler également, les LBD 40, les grenades. Alors il y a la grenade de Rémi Fraisse, celle qui a tué Rémi Fraisse, c'est la grenade OFF1. C'était une grenade offensive, une grenade qui contenait 70 grammes de TNT, un explosif extrêmement fort qui avait été pour la première fois utilisé pendant la Première Guerre mondiale et qui servait à tuer les gens en face. Elle était encore légalement autorisée et utilisée par les forces de l'ordre. Elle avait déjà tué en 1977 Vital Michalon sur le chantier de Super Phénix à Creil-Malville. Et à l'époque déjà, ça avait abouti à un non-lieu parce que tant les politiques que les juges judiciaires ne pouvaient pas admettre que des forces de l'ordre pouvaient être mises en cause dans le cadre de violences ou d'agressions quand ils exerçaient leur profession. Pour revenir sur Geneviève, là, ce n'est pas des armes, c'est une charge de plein de fonctionnaires de police. On ne sait pas exactement encore à quelle unité, ou on se doute que c'est peut-être probablement des forces de sécurisation maintenant qu'on a des vidéos assez claires. Toujours est-il que cette charge, quand on charge des personnes qui sont statiques, des personnes qui peuvent être vulnérables du fait de leur âge ou de leur situation de santé, eh bien, ça crée des dégâts colossaux. Elle aurait pu mourir. Fort heureusement, elle n'est pas morte, mais elle aurait pu mourir parce qu'on l'a chargée à plusieurs, avec des boucliers, en armes, avec tout ce qu'il fallait pour créer ces dégâts, et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et là, vous avez la démonstration, encore une fois, de l'impossibilité pour l'institution judiciaire de se remettre en cause dans le cadre des violences policières. Jamais on admet, ou pratiquement jamais, on admet qu'une violence peut être illégitime.